12 000 personnes en situation de détresse à Piscila, hommes, femmes et enfants, tous des déplacés qui ont fui leur village pour échapper aux terroristes, ont été regroupés dans des écoles. Ils ont reçu hier la visite du député Mathias Ouedraogo de l'UPC. Vous verrez tout à l'heure les conditions de vie. Stanislas Ouaro sur les chantiers de construction des lycées scientifiques de Bobo-Dioulasso. Sur les 3 sites visités, le lycée scientifique national de Bobo-Dioulasso est très loin des délais de finition, de quoi susciter le mécontentement du ministre en charge de l'Éducation nationale. Et puis, ce 3 juillet, on célèbre la journée mondiale sans sachets plastiques. La situation au Burkina Faso est alarmante. Malgré la loi, les habitudes, eh bien, ont la peau dure. Rémi Lambert-Nébier nous en parle dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à ce 19h30. Leur existence a tout simplement basculé depuis que leurs villages ont été pris pour cible par les terroristes gagnés par la peur. C'est donc par milliers qu'ils ont fui pour se réfugier à Piscila, dans le San-Matengar. Eh bien, ils ont reçu hier la visite du député de l'UPC, Mathias Ouedraogo. Vous allez le voir, mais aussi vous allez les entendre. 12 000 déplacés en tout, des conditions de leur fuite aux conditions de vie actuelles dans lesquelles ils vivent. Eh bien, pour eux, la vie a tout simplement pris une autre tournure. Rémi Lambert-Nébier. Cela fait 6 jours que Adiaratou Sawadgo vit dans ce nouveau camp de déplacés à Piscila. Venue d'un village situé à 17 km de là, elle est arrivée en compagnie de sa coépouse embarquée dans des charrettes avec 13 de leurs enfants. Depuis une semaine, elle et sa progéniture se contentent d'un repas par jour. Nous n'avons pas pu apporter des vivres. C'est dans la ville que nous demandons la farine à nos connaissances d'ici et de temps en temps entre nous-mêmes. Donc nous ne préparons qu'une seule fois par jour au risque de puiser notre stock. C'est seulement hier nuit qu'un de nos parents nous a offert une maison en ville. Et nous sommes plus d'une trentaine à habiter dans la même maison. Sinon, depuis 5 jours, c'est ici à l'école qu'on logeait. Depuis le 26 juin dernier, elles sont environ 12 000 personnes de plus d'une dizaine de villages à converger vers Piscila dans la province du San-Matenga pour fuir les attaques terroristes dans leur village. Les derniers assassinats, c'était le 25, ce qui a provoqué le déplacement massif de cette population. Des villages du nord, bien sûr. Ce n'est pas le seul site. Il y a les familles d'accueil et il y a des sites dans d'autres villages, comme Wanoubian et puis Kualama. Il y a déjà des vivres qui sont là, de la part du CONASUR. On attend toujours des dons et pour pouvoir prendre en charge tous ces déplacés. Parce que ce qui est là, ce n'est même pas suffisant. En attendant une meilleure prise en charge, ces milliers de déplacés vivent plus de la générosité de la population et des donateurs. Depuis le matin, cette mère de 7 enfants sait qu'un député de la région leur rendra visite. En face des visiteurs du jour, elle affirme ne pas connaître un seul d'entre eux, mais se réjouit quand même du message de solidarité prononcé par le député Mathias Ouedraogo. Sachez que ce n'est pas seulement un souci à vous seuls, il est aussi le nôtre. Nous sommes là pour que vous sachiez que vous n'êtes pas abandonnés à votre misère. Même si on venait vous donner de l'or ici, cela ne vous ferait pas plaisir. Pour toute personne, le mieux c'est d'être chez soi. Que Dieu vous aide à retourner dans vos domiciles et en toute quiétude. En plus de ce message de compassion, le député Mathias Ouedraogo a apporté à ses déplacés internes de l'huile, du sucre et 80 sacs de vivres composés de maïs et de riz. Je profite aussi de lancer un appel aux bonnes volontés de venir en aide à ces déplacés-là qui, pour le moment, n'ont rien. Quand vous êtes arrivés, qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que quelques salles de classe peuvent loger 15 000 personnes? Non. Est-ce qu'il y a un système de santé pour s'occuper de leur santé, alors que la plupart de ces déplacés-là sont des enfants et des femmes?
est-ce qu'il y a une sécurité tout autour de leur lieu d'hébergement? Non. Je pense que tous ces problèmes-là doivent être résolus de façon prompte afin que les populations puissent retrouver la quiétude qu'il faut et qu'ils puissent gagner chacun à son domicile. Touchés par cet acte de solidarité, les déplacés appellent néanmoins le gouvernement à tout mettre en œuvre pour qu'ils puissent retourner dans leur village d'origine. Car pour eux, être dans la position de tendre éternellement la main n'est pas la meilleure option. Parmi ces déplacés de Piscila, vous l'avez remarqué, il y a des enfants et nombreux parmi eux sont des élèves, ce qui pose immanquablement le problème de leur scolarisation. Et au lendemain de la proclamation des résultats des examens scolaires, la question des écoles fermées pour cause d'insécurité liée au terrorisme était au menu du Conseil des ministres de ce mercredi. Le gouvernement prévoit une séance de rattrapage pour les élèves concernés. On écoute à ces propos le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Danguino. Le ministre a présenté au Conseil la stratégie pour la prise en compte des établissements, comme il avait dit, qui ont eu un niveau de coût suffisamment avancé pour qu'on puisse permettre donc des sessions de rattrapage. Donc, il faut sauver l'année pour un certain nombre d'entre eux. Et à ce titre-là, donc, la stratégie a été présentée. Et elle va donc permettre de prendre en compte des cours supplémentaires afin que pour les examens spéciaux du primaire, du secondaire et du baccalauréat, des élèves donc, issus donc, de ces établissements-là puissent donc avoir l'opportunité de passer leurs examens. Donc je ne rentrerai pas en détail dans la stratégie parce que certains éléments touchent notamment des questions sécuritaires. Mais ce qui est certain, c'est que ça va toucher plus de 2000 élèves et donc ça va permettre la mise en œuvre donc, des examens pour ces élèves-là. Voilà, retenez également qu'au terme de ce Conseil des ministres, le ministre de la Santé a assuré que toutes les mesures sont en train d'être prises pour appliquer les accords signés avec les organisations syndicales du secteur, ce qui devrait régler les problèmes de ce domaine bientôt. Revenons maintenant à l'éducation avec ce projet ambitieux du gouvernement, celui de faire de la formation scientifique l'un des piliers du système éducatif burkinabé. Plusieurs chantiers de construction des lycées scientifiques ont donc été lancés en partenariat avec la Banque mondiale. Direction donc Bobo Dioulasso maintenant, où le ministre de l'Éducation nationale s'est rendu sur 3 sites pour constater l'état d'avancement des travaux. Eh bien, c'est un Stanislas Ouaro visiblement pas tout à fait satisfait au terme de sa visite qui nous a été donnée de voir. Kevin Zaba, Sandrine Zougouri. Le gouvernement burkinabé innove dans le secteur éducatif. Il met l'accent sur la construction de lycées scientifiques pour accueillir de nombreux élèves. Le projet est financé par la Banque mondiale dans le cadre de son programme d'appui à l'accès et à la qualité de l'éducation. Il devrait permettre de révolutionner le secteur éducatif et un renforcement de la formation scientifique au Burkina Faso. Le projet bénéficiera d'un soutien additionnel afin de le pérenniser et accompagner de telles initiatives dans les régions. Je pense que c'est une innovation qui va révolutionner l'éducation au Burkina Faso et surtout aider à renflouer le pipeline d'élèves scientifiques. Parce que le développement d'un pays ne peut pas aller sans la compétence scientifique. Ce nouvel établissement construit à Bobo Dioulasso compte une dizaine de salles et est prêt pour la rentrée prochaine. Mais pour le lycée scientifique national de Bobo Dioulasso, en construction, le constat est tout autre. L'ouvrage devrait être livré dans ce mois de juillet et pourtant rien n'est encore opérationnel. Ce retard-là fait que nous avons des difficultés liées au casement de nos étudiants, de nos élèves. Il faut les caser. Cette année, on avait prévu la sélection de 140 pour avoir 2 classes à Ouaga, 2 classes à Bobo au lieu d'une parce que justement les capacités d'accueil prévues ici permettaient de le faire. Donc nous espérons effectivement en fin octobre pouvoir réceptionner parce que les équipements ont commencé à arriver pour que d'ici novembre, ces élèves puissent venir. On a perdu en gros 3 mois et demi, rien que pour l'approbation des plans. Mais en tout cas, depuis qu'on a pu libérer les derniers plans,
ce que vous êtes en train de voir représente à peu près 1 mois et demi de 2 mois de travail. Donc on a essayé de développer des stratégies pour rattraper le retard en question. En attendant que leur classe puisse les accueillir, c'est ici que séjournent les futurs élèves du lycée scientifique national de Bobo-Dioulasso au complexe scolaire Roxide. Ils constituent 2 promotions de la seconde et de la première C. Selon le directeur de l'établissement, les moyennes vont de 12 à 18 sur 20 pour la classe de seconde. À Dar Salami, localité située à la sortie de Bobo-Dioulasso, un autre lycée scientifique est en construction. Ce dernier est l'œuvre de la société Orange Burkina. Ici, le délai est respecté. Le lycée scientifique de l'excellence des Hauts-Bassins sera opérationnel pour la rentrée scolaire 2019-2020. Si vous voyez que le ministre dit qu'il est satisfait, mais pour nous, c'est quand même un peu flatteur. Satisfait, oui, mais bon, nous, on pense que tant qu'on ne remet pas la clé, il y a toujours du boulot à faire. Il nous reste 3 mois, mais nous comptons remettre ça d'ici 2 mois. Et puis, bon, ils vont mettre les 1 mois à profit pour pouvoir équiper les lycées et puis faire la rentrée en octobre. Pour l'heure, le ministre en charge de l'Éducation nationale espère le respect du nouveau délai pour l'achèvement des travaux de construction du lycée scientifique national de Bobo-Dioulasso. Le projet, issu du programme d'appui à l'accès et à la qualité de l'éducation de la Banque mondiale, est financé à plus de 5 milliards de francs CFA. Et on reste dans l'éducation avec cette convention signée entre l'assureur UAB Assurance et le Centre de concertation des ONG et associations actives en éducation des bases. Un partenariat qui devrait aboutir à la réalisation d'émissions télé et radio. C'est un projet de communication censé participer à l'amélioration du niveau de l'école burkinabé. Abdourazak Traoré. De plus en plus médiocre, des résultats scolaires qui déçoivent plus d'un, en témoignant le taux de réussite du BPC 2019 estimé à 26% environ. Des données qui sont à l'image du système éducatif burkinabé lui-même en lambeaux, selon plusieurs observateurs. À qui la faute? Quelle responsabilité des élèves, des parents, du personnel éducatif? Que faire? Comment le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base au Burkina Faso veut apporter sa contribution? Une idée novatrice est née pour fédérer les énergies afin de sortir le système éducatif burkinabé du gouffre. Merci. En fait, le CCEB, depuis un certain temps, a développé un concept que nous appelons le café de l'éducation, qui est une stratégie de communication qui sert donc à créer des espaces de redevabilité, de rendu de compte et de partage des difficultés autour de l'éducation. Une initiative louable et digne d'intérêt. Voilà comment les premiers responsables de la société UAB Assurance qualifient ce projet de communication. Ils vont au-delà d'une appréciation positive. Plus de 5,7 millions de francs CFA sont octroyés pour l'aboutissement de l'idée. Notre slogan à l'UAB, c'est « Votre avenir, notre quotidien ». L'avenir se construit aujourd'hui. L'homme de demain se construit aujourd'hui. La nation de demain se construit aujourd'hui. Donc vous imaginez que travailler sur la jeunesse, travailler dans le monde éducatif à la base, c'est construire une société burkinabé forte demain. C'est construire une nation forte. Et nous disons toujours une entreprise commerciale, au-delà de son objet social, qui est de faire du bénéfice, a une responsabilité sociale. La convention ainsi signée entre UAB et la CCEB, Café Éducation, peut enfin être actionnée. Il s'agit d'un cadre qui devrait permettre de réaliser des émissions télévisées et radiophoniques sur le système éducatif. La première émission est attendue avant la fin du mois de juin 2019. Voilà, venons-en à présent à la suite du procès du Putsch-Manqué de septembre 2015. La plaidoirie de la défense continue. Jusqu'à 9 avocats se sont succédés à la barre ce 3 juillet. Ils ont demandé l'acquittement pour leurs clients qui vont du soldat de première classe jusqu'au colonel. Le résumé de l'audience de ce mercredi avec Luc Pabelgem.
Plus de la moitié des avocats de la défense devant plaider sont passés à la barre. Ainsi, 21 avocats ont plaidé pour des réductions de peine ou des acquittements pour leurs clients. Maître Flore Toé ouvre le bal pour son client, le sergent Nobila Sawargo, puis vient le tour de Maître Mariam Kaili, plaidant pour le soldat de première classe Samuel Koulibaly et le colonel Omer Bationo, pour qui d'ailleurs le parquet demande un simple acquittement parce que ce dernier n'y aurait pas assez d'éléments constitutifs dans ses dossiers. Et pour terminer, le colonel Omer Bationo, pour son mot de la fin, a eu à se demander pourquoi depuis le mois de décembre il est dans le box des accusés. À sa suite, Maître Jacques Sauré parlera de faits et d'actes disculpant le sergent Issa Yaogo. Maître Pascal Ouedraogo, qui aime bien son homonyme et son client, le caporal Pascal Moukoro, qui encourt 25 ans de prison ferme pour avoir simplement lavé une moto, s'interroge pourquoi une telle charge sur le pauvre caporal. Le caporal Moukoro dira d'ailleurs qu'il a vendu cette fameuse motocyclette parce qu'elle lui rappelle de mauvais souvenirs. Le deuxième client de Maître Pascal Ouedraogo est le sergent Salif Kouliati, qui dit avoir épié le président du tribunal depuis le début de ce procès. Et il dit que sa conviction est faite que ce dernier va rendre rondement et copieusement une décision pour ne pas le charger davantage. Pour le colonel Abdul Karim Traoré, l'officier magistrat, 2 avocats vont plaider pour demander son acquittement en lieu et place des 10 ans requis par le parquet militaire. Il s'agit de Maître Timothée Zongo et de Maître Dieudonné Willy. Pour eux, prendre le colonel pour rédacteur des communiqués du CND parce qu'on a trouvé certaines copies de ces communiqués dans ces documents est très léger. Sa thèse et sa ligne de défense consistant à dire qu'il rassemblait ces documents pour son livre serait à prendre au sérieux. Ce n'est pas une vue de l'esprit, vont conclure ces 2 avocats. Maître Bali Baziomo, lui, sera très succinct pour la plaidoirie du lieutenant Abdul Kadri Djanda. Acquittez mon client et permettez-lui de continuer à voler au secours de la nation, va-t-il conclure. Quant à Maître Paul Kéré, il va demander au président du tribunal de se rappeler que son client n'est qu'un pauvre mécanicien et un soldat de première classe, en l'occurrence le soldat de première classe Abdou Comporé. Donc un soldat ne peut qu'obéir aux ordres et le tenir pour responsable de ces faits parce qu'il a eu seulement à dépanner une motocyclette de l'armée à la place de la nation serait très très lourd pour ce dernier. Le dernier avocat à clore les débats ce soir au tribunal militaire, il s'agit de Maître Idrissa Badini qui défend le soldat de première classe Li Mamadou, le sergent-chef Zerbo Laoko Mohamed et l'adjudant-chef Kambou Arjuma au moment des faits et adjudant actuellement. Et on change totalement de cap avec la célébration de la journée mondiale sans sachets plastiques célébrée ce 3 juillet. Eh bien, au Burkina Faso, une loi a été prise en 2014 interdisant l'importation et l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables. Mais les habitudes n'ont pas changé. On dit qu'elles ont la peau dure. La journée sans sachets plastiques est donc passée inaperçue pour la majorité des Burkinabés. Pourtant, le sujet est ô combien vital pour l'avenir de la planète. Rémi Lambert-Nébier. L'existence d'un 8e continent peut paraître étrange pour nous. Pourtant, il aurait été créé par chacun de nous. Ce continent, peuplé uniquement de tas de déchets plastiques, est situé au nord-est de l'océan Pacifique. Sa découverte en 1997 par l'océanographe américain Charles Moore a permis à l'ensemble de la planète de prendre conscience de l'utilisation abusive des sacs plastiques. Depuis lors, le 3 juillet a été institué Journée mondiale sans sacs plastiques pour alerter la population sur les impacts environnementaux des déchets plastiques. Cette journée a donc pour objectif de sensibiliser la population sur l'utilisation de ces sacs plastiques-là et bien sûr à la gestion quand ce sac devient un déchet. Elle devait se traduire par le non-usage des sachets plastiques par la population, preuve de leur engagement à tendre vers leur élimination.
Mais dans les rues, les marchés et boutiques de Ouagadougou, le constat est sans équivoque. Le sachet plastique semble si indispensable aux Burkinabés que cette journée serait un non-événement. En fait, c'est les dames au marché. Sinon, moi, je ne suis pas venue avec un sachet. Je suis venue pour acheter. Moi-même, j'ai mon sachet sous la coffre. Vous auriez pu refuser ou... Ouais, bon, je n'ai pas pensé à ça. Je suis arrivée, j'ai juste garé parce que ce que je voulais, c'était juste à côté. Donc, j'ai préféré garer pour acheter mes condiments rapidement. Voilà, c'est le réflexe. Les clients ne viennent pas avec des plats. Donc nous sommes contraints d'utiliser les sachets. Mais on utilise le sachet blanc. Nous pensons qu'il vaut mieux que le sachet noir. Je suis venue faire le marché et j'ai eu l'envie de manger le thau. C'est ce qui m'a incité à prendre avec un sachet. Sinon, j'ai entendu que l'utilisation du sachet plastique n'est pas bon. Seulement quelques rares personnes se sont dispensées de leur usage, mais juste pour des raisons pratiques. Le sac et le sachet ne se comparent pas. Le sachet comporte des déchets et n'est même pas pratique. Si les affaires sont lourdes, on ne peut pas utiliser des sachets. Par exemple, j'ai payé hier, mais avec sachet, là, ça peut tomber, c'est pour cela. Le Burkina Faso a pourtant adopté en 2014 la loi portant interdiction d'importation et d'utilisation de sachets plastiques avec pour finalité la construction de 13 centres de traitement et de valorisation des déchets plastiques. 6 centres sont déjà opérationnels, mais le fléau des sachets plastiques ne semble pas baisser d'intensité. C'est vrai, la loi existe depuis 2014. Le ministère travaille depuis la prise des tests d'application de la loi. Et sur le plan environnement, le constat est toujours amer. C'est vrai, la loi interdit l'importation des emballages de sachets plastiques non biodégradables. Alors, au sein de la loi, est dit des sachets plastiques biodégradables, les sachets qui ont la possibilité de pouvoir se dégrader en l'espace de 60 mois, c'est-à-dire 5 ans. Alors, bien que le sachet soit biodégradable, ce sachet a aussi le temps d'impacter dans tous les milieux avant de se dégrader. Donc, il faut qu'on mette l'accent sur la gestion. Lorsque ces sachets que nous utilisons devient un déchet. À la limite, s'il est difficile de pouvoir gérer quand ça devient déchet, il faut peut-être revoir au niveau de l'importation. Qu'est-ce qu'il faut interdire? Il y a des pays qui sont allés vers l'interdiction totale, donc les échanges sont en cours. Il se pourrait que notre pays emboîte également ce pas, si toutefois le problème demeure. Pour certains usagers, c'est l'absence d'une politique de salubrité dans les villes qui favorise l'expansion du fléau. La meilleure des solutions, c'est de mettre des poubelles partout. Je pense que les importateurs, pour amener le gouvernement à entreprendre cette politique, avaient fait don de plusieurs poubelles au ministère de l'Environnement. Mais depuis lors, on ne voit rien venir. Du côté du ministère en charge de l'environnement, on compte s'attaquer au fléau par une application rigoureuse de la loi 017, mais aussi par la sensibilisation à travers les médias afin d'inciter la population à l'abandon des sachets plastiques dont les conséquences environnementales et sanitaires ne sont plus à démontrer. Environnement toujours, et la lutte pour léguer une planète en bonne santé aux générations futures passe aussi et nécessairement même par la préservation de la forêt. Et c'est tout le sens de ce projet d'appui aux personnes dépendantes de la forêt. Il s'agit de permettre aux populations rurales de trouver d'autres sources de revenus autres que l'exploitation des ressources forestières. Après 4 années de mise en œuvre, des émissaires de la Banque mondiale qui ont appuyé financièrement le projet se sont rendus sur place pour constater l'impact qu'il a eu sur les populations. Roméo Koeta. Avant de se rendre sur le terrain, les émissaires de la Banque mondiale en mission de supervision ont d'abord eu une rencontre de mise à niveau avec les acteurs d'exécution nationale du projet d'appui aux populations locales dépendantes de la forêt.
Les responsables de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, présentent un bilan satisfaisant de mise en œuvre du projet. L'exécution du programme qui montre un taux d'exécution assez intéressant, de 65% de réalisation physique, même si on est un peu en retard en termes de décaissement. Mais les résultats sur le terrain montrent que le programme avance normalement, avec l'engagement des parties prenantes, qui sont en particulier les populations locales à travers les associations. Pour mieux évaluer la situation, les superviseurs se rendent sur le terrain pour constater de visu les réalisations. Nous sommes sur le site de l'Association des femmes laïques de Saponé, où ont été réunies 2 autres associations bénéficiaires pour présenter leurs réalisations. Après environ 4 années de mise en œuvre du projet, ici les réalisations sont visibles. Ces groupements s'investissent dans l'étuvage du riz, la fabrication de beurre de karité, le tissage de pagne traditionnel, entre autres. Cette descente sur le terrain s'est très bien passée, puisque nous avons vu ces femmes à l'œuvre et aussi des hommes à l'œuvre. Et nous avons même vu le produit du travail de ces différents groupements. Le projet est financé à hauteur de 4,5 millions de dollars, soit 2,5 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, à travers le Fonds d'investissement climatique. Il appuie notamment les populations rurales constituées en association dans la création de micro-entreprises. L'idée est de leur permettre de créer des sources de revenus autres que l'exploitation des ressources forestières ligneuses. En aidant les populations à améliorer la performance technique et économique de ces activités, on les aide à préserver les massifs parce qu'ils n'auront plus des raisons d'aller chercher les ressources d'existence au sein de ces massifs forestiers. C'est un projet prometteur. On est sûr que ce projet va apporter un plus dans l'avenir de ces groupements de femmes et d'hommes. Un projet prometteur qui fait tout de même face à quelques difficultés. Il s'agit de la gestion des imprévus qui porte un coup dur aux ressources financières. Mais qu'à cela ne tienne, les acteurs de mise en œuvre espèrent le conduire à bon port. Il court jusqu'en juin 2020 et couvre au total 32 communes du Burkina Faso. Le Burkina Faso, une nation solidaire de progrès et de justice qui consolide son respect sur la scène internationale. Voici le projet auquel devrait aboutir l'étude nationale prospective Burkina 2025. Après 15 années de mise en œuvre, l'étude a fait l'objet d'une évaluation afin de produire les documents qu'il faut. Reportage et montage, surtout Justin Dabiré. Cet atelier de cadrage vise à définir les conditions et instruments préalables pour mener à bien l'évaluation de l'étude nationale prospective Burkina 2025. Durant 4 jours, les experts ont produit une note conceptuelle définissant l'approche méthodologique et le contenu des différentes phases du processus d'évaluation, élaboré un projet de test relatif à l'instance d'accompagnement du processus d'évaluation, produit un projet de thème de référence pour le recrutement du bureau d'études ou consultants. Ces documents seront soumis aux autorités compétentes afin de recueillir les orientations. L'atelier a déjà stabilisé un peu plus ou moins un certain nombre de documents. Nous allons requérir donc les orientations des autorités par rapport à tout ce qui a été produit lors donc, de cet atelier. Et bien évidemment, avec l'autorité, on va définir le canevas par lequel il faut donc procéder à l'évaluation. Mais il faut reconnaître que pour ce type d'évaluation, pour les études nationales prospectives, il faut à la fois associer des consultants donc, de très haut niveau, à la fois nationaux et internationaux, mais il faut intégrer aussi d'autres acteurs pour rendre en fait cette évaluation suffisamment indépendante pour renseigner sur ce que le Burkina a pu tirer donc, de cette étude nationale prospective durant donc, les 20 dernières années donc, de mise en œuvre. L'étude nationale de prospective Burkina 2025 a pour objectif de planifier une vision à long terme au Burkina Faso. Pour ce faire, elle a réalisé des enquêtes d'opinion auprès des populations pour déterminer les secteurs de développement prioritaires. Elle a réalisé des enquêtes, fait ce qu'on appelait des enquêtes d'opinion. Elle a demandé aux Burkinabés, selon eux, quels sont les problèmes de développement du Burkina Faso et
qu'est-ce qu'eux ils voient comme action à mener pour améliorer les conditions de vie au Burkina Faso. C'est ce qui a été fait en 2000. Et donc, les problèmes ont été soulignés dans tous les grands domaines de développement, éducation, santé, logement, environnement, les questions de genre, etc., la formation. Et tous ces besoins-là, toutes ces difficultés ont été identifiées. Et puis, les orientations ont été définies en fonction des meilleures conditions de vie que les populations ont suggérées. L'intérêt de cette étude est de définir des mécanismes constants à travers des grands changements afin de réaliser la vision de développement du Burkina à long terme. C'est une démarche qui consiste à améliorer les conditions de vie des populations à court, moyen et long terme. Pouvoir réaliser cette vision. Et ce que j'ai dit, on peut simplifier. Nous voulons tous que le Burkina Faso soit un pays développé. Et ça veut dire que dans tous les domaines, on améliore un peu les résultats, les infrastructures, dans le domaine de la santé et de l'éducation. Donc on a un peu des modèles ou des résultats à atteindre. Quand on fait cette étude, on comprend maintenant les différentes étapes qu'il faut franchir pour arriver à ces résultats sur 25 ans. L'étude nationale de prospective Burkina 2025 s'est déroulée en 3 grandes étapes. Il s'agit de la constitution de la base de données, de la construction des scénarios et de l'élaboration de la vision Burkina 2025. Voilà, et c'est la fin de ce journal que j'ai pris grand plaisir à vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Et puis, je vous donne rendez-vous demain à la même heure, c'est-à-dire à 19h30. Merci de votre fidélité.